Podcast. Bonjour tout le monde, bonjour Alistair que je viens de lancer, qui est arrivé en même temps que le générique. Pile à l'heure. Exactement. Lui, il est à l'heure. Comme vous l'avez entendu, il y a... Bonjour Sous-X, on va commencer comme ça. Salut à toutes et à tous, bonjour Julien, comment vas-tu en ce beau dimanche matin ? Bah ça va. L'hiver arrive, il commence à faire Winter froid. is coming. Ouais. Et nous sommes, comme tu l'as dit, dimanche pour parler d'un bon film dans G7, pour une fois. Resident Evil. Ah, tu le fais bien. Ouais. On n'aura jamais cette voix dans le film d'ailleurs. C'était que la voix du jeu. Mm. Et nous sommes que tous les deux. On s'est fait lâcher comme des malpropres, soit par la technique du PC de Fessal, soit par Emmerich et Taldus. Mm. Et on va le faire en duo. Bah, c'est pas grave, hein. Ah, même pas peur. Non. Comme ça, on aura deux choix pour les films d'après. Ouais. C'est l'avantage. Nous prenons le contrôle. C'est l'avantage d'être que tous les deux. Est-ce que, Squeezix, tu aurais l'amabilité de lire la fiche Wikipédia du film ? Mais oui, bien sûr. Alors, déjà, sachez que c'est un film qui est rentable, hein, puisque 33 millions de dépensés pour 102 millions de recettes. Et on a fait un peu le point avec toi tout à l'heure hors antenne. C'est ultra rentable de faire du Resident Evil. Hein. C'est une franchise à plus d'1 milliard de dollars. Voilà. Donc, Resident Evil ou Resident Evil, les créatures maléfiques au Québec est un film d'horreur américano-germano-franco-britanno-canado-japonais. Il y avait du monde. Réalisé par Paul W.S. Anderson, sorti en 2002. C'est une adaptation, comme son nom l'indique, du film Resident Evil. Du jeu. Du jeu. Donc, musique par un faux chanteur-guitariste, claviériste de Muse, puisque on aura Marco Beltrami et Marilyn Manson. C'est un mélange entre vraiment Bellamy et un saucisson italien, quoi. Beltrami. Et on a un casting qui ne déplaira pas, hein, puisque nous avons Mila Jovovich, toujours à moitié nue, comme dans la plupart de ses films. On a Michelle Rodriguez, qui fait toujours la badass. On aura Eric Mabius. On aura James Purefoy. Alors il y en a un des deux, je trouvais qu'il ressemblait à Hugh Jackman, celui qui fait Wolverine. C'est James Purefoy. Purefoy, je pense. Ok. On a vu dans Rome. Après, ouais, c'est ça. Et c'est tout. Et après les autres, je les connais pas, donc pas grand chose à dire. Pour le synopsis, c'est une bande de militaires qui débarquent dans un complexe médico-laboratoire qui fabrique des virus enterrés sous la terre. Et puis. Voilà, tu vas bien vite. Tu vas bien vite. Alors, pour le synopsis. Qu'as-tu pensé de ce film, Julien ? Alors, comme je te disais avant qu'on commence, je pense que c'est l'adaptation de jeux vidéo que j'ai le plus vu de ma vie. C'est-à-dire ? Une dizaine de fois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Parce que, d'une, c'est une des premières adaptations des années 2000. Je crois que c'est sorti 1 an après Tomb Raider. Ouais. C'était à l'époque du DivX et d'Imul. Alors, une des premières adaptations, c'est sorti avant les UV Ball ? Oui. Ok. Oui. Donc il a aucune excuse en fait. Non. Parce que le premier UV Ball de jeux vidéo, c'est House of the Dead, qui est sorti l'année d'après. D'accord.
Et puis Alone in the Dark encore après, Blood Rain encore après. Donc non, il n'a pas d'excuse. C'est sorti, voilà, en gros, il y a eu le Mario Bros qu'on a fait, le Double Dragon qu'on a fait, le Street Fighter qu'on n'a pas encore fait, et le Mortal Kombat qu'on a fait. Donc ça, c'était les 4 qui sont sortis dans les années 90, époque Super NES. Et après, tu as eu une vague avec Tomb Raider, Resident Evil, Doom, qui est plutôt... les grosses licences. Début année 2000, ouais. Ok. Donc je l'ai vu plein de fois. Et je l'aime bien. Comment arrive-t-on à voir 10 fois ce film ? Alors, comment on en arrive là ? Bon, quand t'es ado, tu peux le regarder plusieurs fois, ou un samedi soir avec des potes, tu le regardes. Donc je pense que je l'ai bien vu 8 fois à cette période-là. Je l'ai vu une 9e fois il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais décidé de regarder toute la saga, parce qu'il m'en manquait quelques-uns. Ne faites pas ça chez vous, laissez ça aux professionnels. Marathon. Il y en a 6. Et la 10e fois, c'était hier, pour faire le résumé. Ok, courageux. Mais ouais, j'aime bien. Et tu vois, de l'avoir encore revu aujourd'hui, je trouve que... Bon, on parlera après par rapport à la licence, mais en tant que film, c'est pas dégueulasse. Enfin, c'est loin d'être dégueulasse par rapport à tout ce qu'on a vu, quoi. Et il y a du maquillage qui est plutôt bien fait. Il y a une bande son qui est très années 2000, mais à l'époque, ça s'écoutait, ce genre de son. Et puis, vu que ça reprend quand même principalement les codes du jeu, moi, ça m'allait. Et toi, t'en as pensé quoi ? Écoute, je l'avais déjà vu au moins 2 fois. Donc pour la 3e fois, je me suis dit je vais me le mettre en 1,5 histoire que ça passe un petit peu plus vite. Au final, j'ai trouvé que j'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est un très bon point. Ça déroule de façon très linéaire. Tout se tient. J'ai passé un bon moment, comme à chaque fois. Au final, j'ai pas été déçu. C'est clairement quelque chose de solide. Les refs y sont. Il y a de la musique rock comme à peu près tous les films de jeux vidéo. Les effets spéciaux sont bien. Il a bien vieilli, je trouve. C'était plutôt. Il a 20 ans, hein. Ouais, ça fait. 2002. Et puis Mia Jovovich, écoute, toujours au top. Donc c'est toujours un plaisir à regarder. Ça fait pas autant série B que se veut la série de jeux vidéo, j'ai trouvé. Ça se prenait plus au sérieux. Oui, en fait, il y a sur 2 actes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, on verra après, mais il y a la première moitié du film où tu ne vois pas un zombie, et t'as une deuxième partie du film où tu ne vois que des zombies. C'est ça. Et puis, ça fait pas trop film pour adolescents non plus. Tu vois, ni fan service comme on pourrait avoir dans Mortal Kombat, par exemple. Non, il y a les refs, mais ça fait pas fan service, effectivement. On y va. Hop. Let's go. Le film commence par nous expliquer ce qu'est Umbrella Corporation. Et j'ai décidé que je vous mettais directement la pastille qui résume ça parce qu'il l'explique bien mieux que moi. Rapport confidentiel. Sujet, les événements ayant mené à l'incident de Raccoon City. Au début du XXIe siècle, Umbrella Corporation était la plus puissante entité commerciale des États-Unis. 9 foyers sur 10 sont équipés de ses produits. Son influence politique et financière est omniprésente. Pour le public, c'est le premier fournisseur mondial de technologies informatiques, produits médicaux, soins médicaux. Même ses employés ignorent que ces énormes profits viennent de la technologie militaire, l'expérimentation génétique, les armes virales. Voilà. Donc en gros, on nous met les bases d'Amazon, de ce que sera Amazon dans 10 ans. Si un jour on apprend qu'il y a une ruche sous une ville, les gars, faites des provisions, quoi. Le film commence là-dessus. Puis on a une personne qui joue avec des tubes. Alors, il y a des tubes verts et des tubes bleus. On voit pas qui est cette personne. Par contre, elle lance un tube bleu dans ce qu'est un laboratoire et elle se barre. Avec un superbe effet de ralenti. Oui.
De là, il y a une caméra de surveillance qui grille qu'il y a un virus T qui a été répandu dans la salle où le tube a cassé. Et tout de suite, elle lance une alarme. Alors, au début, tout le monde prend ça pour un exercice d'évacuation tout à fait standard. Mais très vite, il y a la panique qui va arriver. Parce qu'on va entendre ce genre de truc. Ça. Calmez-vous. Non, vous me touchez pas. Silence. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? Alors, on n'est pas à Disney, hein. Même si le bruit peut le laisser penser. Non, c'est un ascenseur qui tombe. Oui. Et il tombe très bas, puisque le complexe, comme on pourra le voir un petit peu plus tard dans le film, est quand même bien enfoncé dans le sol et plutôt réparti sur un nombre d'étages assez hallucinant. Donc on a les ascenseurs qui déconnent, on a un gaz tueur qui est inoculé dans les couloirs de là où on est, parce qu'on ne sait pas trop encore où on est. Et parlons-en un tout petit peu, parce qu'au début, t'as la pilule bleue, enfin le virus bleu, qui est lâché par la personne qu'on ne voit pas, et on nous fait un gros plan sur la grille d'aération. On est d'accord. Donc on se dit, ça va mal se goupiller. Au final, ça va. Alarme incendie. Tout le monde se dit, ça va le faire. Et là, tout de suite, t'as du gaz sarin qui est lâché partout dans le complexe. Ça escalade, ça se goupille quickly, comme on dit. Ouais, très vite. Comme tu dis, il y a aussi des têtes à incendie qui crachent de l'eau dans des salles qui sont hermétiques. Donc ça commence à faire un petit aquarium. Voilà. Bref, ça sent la catastrophe, cette histoire. Et en plus, il y a quelqu'un qui joue avec les ascenseurs et qui va décapiter une personne. Première scène gore du film. Quoi qu'on ne voit rien. Non, on a l'intention, mais on ne voit pas. Ouais. Fond du noir. Et là, on retrouve Mila Jovovich qui se réveille nue dans une baignoire. Enfin, dans un sol de douche, pour être précis. Elle a l'air déchirée de la veille. Alors, je sais pas s'il a été faire une rave à Raccoon City. Au début, elle met un peignoir en satin. Elle explore les environs. Elle est dans ce qui a l'air d'être un manoir, plutôt grand. Non. Ouais. Donc, jusque-là, on est dans les clous avec le jeu. Elle commence à regarder dans les tiroirs ce qu'il y a, tu vois. Je sais pas si elle cherche un slip ou quelque chose, mais elle trouve surtout des armes dans les tiroirs. Bon. Vu comment elle joue, on comprend qu'elle sait pas trop où elle est. Elle découvre un peu les environs. Elle trouve une robe rouge, des bottes, un mot qui lui dit tes rêves vont se réaliser aujourd'hui. Elle fait un tour. Elle commence à écrire. Alors, j'ai pas compris ce passage parce qu'elle lit le mot, elle commence à écrire la même chose et finalement elle raye. Alors, je sais pas, toi qui l'as vu 10 fois, est-ce que tu as la ref? Non, ça sert à rien. Elle va dehors. Autre ref au jeu à ce moment-là. Elle va dehors et en fait il y a beaucoup de corbeaux et du coup elle allait rentrer quand quelqu'un la prend, la ramène à l'intérieur et au même moment tu n'as même pas encore le temps de comprendre qui est cette personne, que tu as une sorte de GIGN qui débarque dans le manoir, qui ceinture le mec qui vient d'arriver là et qui demande à Mila son rapport. Et elle est bien embêtée parce qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Tout à fait. Au rapport soldat. Et en fait, je disais que c'est une ref au jeu parce que dans le jeu, je vais parler que du 1 pour le coup. Ouais. Le jeu commence dans l'entrée d'un manoir. Et en fait, si tu ouvres la porte de dehors, t'as un chien qui arrive. Donc du coup, tu ne peux pas sortir. Et de 2, il y a un passage qui est assez mythique du jeu, où la première fois que tu sors du manoir pour aller, je crois, dans une dépendance, enfin bref, tu te retrouves dehors. Ouais, c'est ça. Il y a ces fameux corbeaux partout qui t'attaquent. Donc, tu es obligé de le faire en courant. Tout à fait. Pim pam poum. Voilà. Bon, tout le monde va rester groupé. Le GIGN, Mila et ce mec qui débarque dans ses eaux pour rentrer dans ce qui s'appelle le Hive. Préparez-vous à entrer dans le Hive.
guitare. Alors le Hive, c'est la ruche. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'appellent le Hive tout le temps. Donc on rentre dans le Hive, donc dans la ruche. On a 3 heures pour trouver ce qui se passe ici. Et on le sait dès le début qu'ils ont que 3 heures. Ouais, là à ce moment-là, tu vois qu'ils regardent un compteur. Ah ouais. Ok. Par contre, on sait pas encore ce qu'ils vont faire. Ça, on le saura plus tard. Et en plus, on va commencer par un petit train. Un petit train à l'entrée du manoir, là, qui t'emmène dans la ruche. Donc, c'est ce qu'on disait en préambule, mais là, on va y avoir des scènes où tu es censé avoir peur, parce qu'on voit des trous dans des grillages, parce qu'il y a des bruits au loin, mais tu ne verras jamais rien pour le moment. C'est que des jumpscares débiles. Toutes les refs ont été posées au début, en fait. Donc Michel Rodriguez. On voit les chiens quand il y a l'alarme incendie dans les cages. Ouais, il y a des préparations au paiement un peu partout. Michel Rodriguez, elle répare le train. On rentre dans la ruche. Et dans la cabine du pilote, on trouve un mec endormi. Et quand Mila voit ce mec, elle se rappelle d'un mariage avec lui. Voilà. Donc pour tout le reste du film, je vais l'appeler le faux mari. Le faux mari. Ouais, parce qu'en fait, très vite, on apprend le chef du GGN, il fait un brief à Mila et lui dit qu'en fait, c'était un faux mariage entre eux deux, que les deux, en fait, sont des agents de sécurité d'Umbrella Corporation qui emploient également les soldats qui sont là et qu'ils sont amnésiques parce que c'est un système de défense du manoir. Il y a marqué Umbrella Corporation dans son alliance, d'ailleurs. Ouais, bon, partout, hein, sur les balles des pistolets, sur les caméras, partout. Beaucoup de goodies. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, du coup, le seul mec dont on sait vraiment pas qui c'est, et d'où il sort, c'est celui qui a chopé Mila alors qu'elle sortait du manoir au début du film. Tout à fait. Alors, on apprend aussi que la sécurité de la ruche est gérée par une intelligence artificielle qu'on va appeler la Reine Rouge. Et donc que c'est elle qui a lancé ce fameux gaz qui les a rendus amnésiques pendant 4 heures, normalement. Alors, il y en a qui ont eu plus de chance que d'autres, hein, parce que amnésique pour les uns et mortel pour les autres. Oui, selon Tété, c'était gaz sarin ou gaz amnésique. Fallait pas te tromper d'étage. Donc on avance dans le film et on sait toujours pas c'est quoi la mission des soldats. On arrive dans les lieux du début du film, là, devant les cages d'ascenseur, mais il n'y a plus personne. Alors qu'on les a tous vus tomber avec le gaz sarin. Hein. Mais là, ils sont disparus. Le réal essaye de nous faire peur avec des bruits, etc. Mais on n'y croit pas trop. Et il va être sympa, il va demander aux soldats de nous expliquer quelle est leur mission. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 5 heures, la Reine Rouge est devenue meurtrière. Elle a verrouillé le Hive et tué ceux qui s'y trouvaient. Seigneur. Quand on s'en est rendu compte, mon équipe a eu pour mission de la neutraliser. Pourquoi elle a fait ça ? Ça, nous l'ignorons. Mais l'intrusion d'un élément étranger est une possibilité. Petit jumpscare. Ils vont rien se dire pendant 15 minutes, 15 secondes. Donc en fait, ce que vous voyez pas, c'est que ils sont en face d'une pièce qui est totalement submergée d'eau, et il y a un corps qui vient d'une femme scientifique qui vient de taper contre la vitre. Donc forcément. Après qu'il soit parti, pour que ça fasse peur. Alors non, elle vient frapper. Enfin, en gros, son corps, mais elle a les yeux fermés, frappe la vitre quand il parle. C'est pour ça qu'ils ont un peu peur. Il se barre et effectivement. Et là, elle ouvre les yeux et elle tape sur la vitre. Elle ouvre sa main. Elle met sa main sur la vitre et elle ouvre les yeux. Mais ça, ils l'ont pas vu. Je trouve ça quand même étonnant que les mecs débarquent en ne sachant pas ce qui s'est passé. Dans un complexe ultra technologique géré par une IA du futur avec un nom trop stylé. C'est quand même étonnant. Oui. Parce que l'IA, elle sait ce qui s'est passé. Oh oui. Non, oui. Il y a un réglage de pare-feu à refaire, je pense.
Ah, ça, c'est les gens qui sont passés sur Windows 11 direct. Hein. Ouais. C'est parti en vrille. Oui, Mila, elle va se remémorer des souvenirs coquins avec son faux mari. Mais on sent une petite connivence là qui s'installe entre les deux pendant leur amnésie. Un manque de confiance. Ouais, il va lui filer son blouson quand même parce qu'elle a froid. Il est sympa, ce faux mari. Alors, je trouvais ça étonnant parce qu'il lui file une robe rouge ultra sexy et dès le début du film, au final, elle passe plus de la moitié du film avec, même les 3/4, hein, je pense, avec le blouson sur le dos. Et on en reparlera le moment où elle enlève le blouson. Ah, ok, j'ai pas fait gaffe. Bon, le groupe avance dans la ruche. Ils arrivent dans une sorte de salle avec des coffres qui sont reliés avec des tubes dégueulasses. Et quand Mila elle regarde à l'intérieur, il y a une sorte de truc organique qui vit. Enfin, ça a l'air... C'est cracra. Et puis le groupe... Alors là, ils se séparent. Il y en a quelques-uns qui restent dans cette salle des coffres. Donc c'est Michel, un autre gars, et le mec dont on ne sait pas qui c'est, qui reste là. Et les autres vont vers la salle serveur de la Reine Rouge. Alors, tu dis qu'on ne sait pas qui c'est, mais il me semble quand même que dans le train, il donne ses papiers et c'est censé être un flic. Un flic qui vient d'arriver dans le secteur. Mais on ne sait pas pourquoi il a débarqué au manoir, ça c'est sûr. Non. Pour accéder à la salle serveur, là on arrive dans une scène culte du film. Scène tellement culte qu'ils vont la reprendre dans les 5 autres films, ces bâtards. Donc en fait, il y a un couloir avec des miroirs et des vitres pour accéder à la salle serveur. Il y a la moitié du groupe, que des soldats qui s'engagent. Donc tu as la doctoresse, le chef, et puis 2 autres soldats qui s'engagent dans ce couloir. Et ils vont se retrouver coincés dedans pendant que Mila, son faux mari et le Juju essayent de les débloquer. Et en fait, la Reine Rouge va activer un laser qui va couper tout ce qu'elle trouve. Donc cette scène elle est assez marrante parce qu'au début, le laser passe en haut. Je crois que c'est la doctoresse qui se baisse pas et qui se fait couper la tête. Après, t'as le laser qui commence à aller en haut, puis qui passe en bas, et du coup, t'as un mec qui se fait couper les pieds. Ouais, en essayant d'esquiver. Ensuite, je crois que le truc repasse en haut, et du coup, le chef fait une traction pour l'éviter. Donc là, il se dit, haha, il y arrive. Je vais te niquer. Il a juste son couteau, et en essayant de sortir et courir vers la porte, il finit par avoir un laser grillagé qui ne laissera aucune porte de sortie à qui que ce soit. Ouais, ça c'était bâtard. Et du coup, t'as un effet. Ça me fait penser à Cube. Le mec se fait découper en petits apéricubes. Voilà ça. La porte s'ouvre, donc tout le monde est mort. C'est quand même con. Donc Mila et le Juju, ils arrivent dans la salle serveur. Et ils commencent à mettre en place, j'ai appelé ça des bombes électroniques pour détruire la Reine Rouge. On appelle ça une EMP. Donc ils mettent en place c'est pas vraiment une EMP qui mettent. Non, c'est un coupe-circuit. Ouais, c'est ça. C'est un coupe-circuit. Donc la Reine Rouge, elle projette un petit hologramme de petite fille qui essaye de négocier avec eux pour que elle se fasse pas débrancher. Ça marche pas trop. Et elle est rouge. Du coup, elle leur dit... Pitié. Vous allez tous mourir ici. Ça m'a fait rire. Tu la sens bien, la gamine de 10 ans revancharde qui va bien te faire chier toute ta nuit. Ouais. En fait, ce qui est très con, et ça va tout de suite se voir à l'écran, c'est du fait d'avoir désactivé la Reine Rouge, ça va ouvrir toutes les portes de la ruche. Oui. Et effectivement, c'était pas le meilleur move. Non. On retrouve Michel et son pote, qui eux donc sont restés plus haut, et qui vont découvrir le premier zombie.
Donc au début, Michel a dit ah, vous avez l'air blessé, on va s'occuper de vous. En face, le zombie fait Blah, je te bouffe. Hop, elle la croque à la main. Et là, il y a la discussion qui s'engage. Hein. Je vais tirer. Tu auras voulu. Donc là, c'était le premier genou. Là, c'est le deuxième genou. Vas-y, Michel. Elle fait un vol plané, la zombie. Je lui ai envoyé 5 balles. Et elle tenait encore debout. Bah tu vois, c'est fini. Ah là là. Quel badass, cette Michel. Je t'ai coupé en lançant l'extrait. Ouais. Parce que au tout début du film, la première scène qu'on a sur l'ascenseur, je sais pas si tu as vu, mais on voit ce zombie-là. Cette jeune fille aux cheveux carrés, bruns, avec sa veste de laboratoire. Et j'avais follement l'impression que c'était Mia Jovovich dans l'ascenseur. Bah non. Et j'ai cherché sur le net les anecdotes et non, apparemment, c'était pas elle. C'était une femme qui lui ressemble. Ok. Donc 5 balles et 3 chargeurs de Kalachnikov plus tard. Ouais. Alors la zombie s'envole, mais on va très vite voir que elle a disparu. Oui. Pouf pouf, envolé. Le groupe se rassemble. Là, on va dire l'inconnu flic dit c'est quand même bizarre ce sang coagulé par terre parce que le sang qui coagule, c'est le sang des personnes mortes. Mais en fait, des experts. Ouais, CSI. Mais on va pas avoir trop le temps de niaiser parce qu'en fait, il y a plein d'autres zombies qui arrivent. Et pour le coup, les zombies sont. Le maquillage, il est vraiment bien fait, quoi. Oui. Donc là, on vide du chargeur partout sur tout ce qui bouge. Pop. On provoque une explosion. Une des caisses avec les trucs dégueux dedans. Et cette explosion, elle va être utile parce que Mila, elle va commencer à retrouver la mémoire. Elle se rappelle qu'elle allait vendre le virus T à quelqu'un. Et ça s'arrête là, son flashback pour le moment. Le combat continue, il y a encore des soldats qui tirent, il y en a qui vont se faire bouffer. Et très vite, il va ne rester plus que 5 personnes, c'est-à-dire Mila, son faux mari, le mec que personne connaît, Michel qui s'est fait bouffer, et le Juju. Ça laisse pas grand monde, quoi. Dans le camp d'en face... Ça reste cohérent avec en fait le tout début du premier où il débarque en hélico en dehors du manoir. Il y a énormément de pertes et au final, après, dans le manoir en lui-même, il reste peu de monde. Oui. En plus, c'est con, on se sépare tout de suite dans le jeu. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a un truc qui avait tout de suite choqué les fans de la série par rapport au film. C'est que depuis tout à l'heure, je vous dis Mila fait ci, Mila fait ça. Parce que Mila, je suis pas sûr qu'on sache son nom à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas Jill Valentine qui est l'héroïne du premier jeu. Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas Chris du premier jeu. Il n'y a personne du premier jeu à part le manoir. Non. Ouais. Et les zombies. Oh, Michel, il n'y a pas dans Non. le premier? Ok. Non. Il n'y a pas... je crois que c'est Barrett qui s'appelle Barrett. Ouais, ça. Il n'y a pas Wesker. Chris Il n'y a pas Chris Redfield. Il n'y a pas Claire Redfield. Il n'y a personne. Qu'est-ce que je voulais voir? Pom. Oui. Non. Oui, le Hunter. Alors, on nous explique pas que c'est un Hunter, mais c'est un Hunter. Enfin, c'est un Hunter / une sorte de... Je crois que c'est une sorte... Enfin, j'appelais ça une goule qu'on voit dans le deuxième jeu vidéo. Le monstre qui est libéré d'un des coffres. C'est pas dès le premier épisode? C'est pas le boss du premier? Alors, le boss du premier, c'est Tyran. Je sais pas si tu te rappelles de Tyran. Tyran, il fait plutôt humanoïde, quand même. Ouais. Moi, j'ai cru que c'était un Hunter au début,
parce que les Hunters sont des gros zombies avec des griffes qui se déplacent très rapidement. Ok. On voit dans le jeu. Plus calé que moi là-dessus. Et en fait, on va dire que sa première version qu'on voit à cet instant-là ressemble à un Hunter. Par contre, il va se passer un truc ensuite où le truc va muter sans aucune explication par rapport au jeu. Si, parce qu'il a mordu quelqu'un, il a pris un peu d'ADN et du coup, il évolue. Je sais pas si le claquement de doigts s'entendra bien, mais c'est instant. Hein. Ouais. Et il évolue en une sorte de monstre qu'on voit dans le Resident Evil 2, dans les égouts. Ouais, ok. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu bancal, mais bon, c'est pas grave. Donc, le Hunter est libéré. On a notre groupe qui, lui, se retrouve séparé dans la confusion. Et on va commencer à suivre Mila. Et Mila, en arrivant vers le labo du début du film, elle va se rendre compte de deux choses. La première, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a des chiens qui sont pas très commodes, qui ont été lâchés dans la nature. Ouf, ouf. Et de deux, en fait, c'est qu'elle sait se battre et tirer avec un flingue. Alors, qu'on soit bien d'accord, les chiens, c'est pas des chihuahuas, hein, c'est des Doberman. Hein, Enfin, c'est des Doberman zombies. en plus. Et là, elle se met à défoncer tout le monde. Elle finit même le dernier Doberman avec un magnifique coup de pied sauté. Magnifique, tout à fait. Très très belle scène. On passe de Mais Mila... c'est étonnant que les chiens se relèvent pas, par contre. Contrairement aux zombies. On verra par la suite de la saga. En fait, Mila, elle a une force un peu surhumaine. Peut-être qu'elle a un coup de pied qu'elle équivalent d'un bon coup de fusil, quoi. Ok. Le mec qu'on connaît pas et que personne ne connaît, il retrouve sa sœur, qui est un zombie, et qui était également la fille avec qui Mila était en négociation. Et d'ailleurs, cette actrice m'a beaucoup fait penser à Julie de 2 heures de perdu. Il y a un petit air. Ouais, c'est pas faux. Là, le groupe se retrouve vers la salle serveur de la Reine Rouge et ils se rendent compte qu'ils sont un peu encerclés. En gros, la salle serveur, c'est un cul-de-sac et les deux sorties, il y a des zombies partout. Et en plus, il ne reste plus qu'une seule heure avant que la ruche soit scellée. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Mila décide de ranimer la Reine Rouge pour trouver une solution à leur problème. Cette saloperie a tué mes copains. Oui, mais cette saloperie peut nous aider à sortir d'ici. Vu comment vous l'appelez, mesdames, il va se faire un plaisir de nous indiquer la sortie. Dites le coupe-circuit dont vous avez parlé, vous pouvez le bypasser. Ouais. Alors faites-le. Ça y est, le coupe-circuit est bypassé. Cette fois, si j'envoie du jus, elle pourra plus s'éteindre. Elle va griller. Kaplan ? La première impulsion a dû endommager la carte mère. Ah, vous voilà. J'en déduis que vous ne maîtrisez pas la situation. Donne-moi l'interrupteur, Kaplan, que je la fasse crier. Vous avez Je vous reconnu avais Michel. pourtant prévenu. Oui. Dis-nous ce qui se passe dans ce souterrain. Recherche et développement. Et si tu parlais du virus T ? Le virus T est une découverte médicale de première importance, mais cela représente aussi des applications militaires très lucratives. Qu'est-ce que les monstres ont à voir avec le virus ? Même mort, le corps humain reste actif. Les cheveux et les ongles continuent de pousser. De nouvelles cellules sont fabriquées et le cerveau conserve une petite charge électrique qui met des mois à se dissiper. Le virus T fournit une secousse électrique non seulement aux cellules de croissance, mais aussi aux traces d'impulsion électrique. En résumé, il réactive le corps. Ça fait revivre les morts ? Pas totalement. Les sujets n'ont que les fonctions motrices les plus élémentaires, un tout petit peu de mémoire parfois, et quasiment aucune forme d'intelligence. Ils sont animés par les pulsions les plus basiques, les besoins vitaux. C'est-à-dire ? Le besoin de manger. Le besoin de manger. J'aime bien la réponse à « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Oh, recherche et développement. T'as l'impression que le mec qui veut pas répondre à son boulot, oh, je fais de l'import-export.
C'est ça. Alors, je travaille dans l'informatique. Ouais. Bon, j'ai un peu coupé, c'est déjà 2 minutes. Elle leur dit aussi, en gros, si vous voulez les tuer, faut tirer une balle dans le système. Comment elle explique ? Dans la tête, quoi. Après ce petit speech, le groupe a un itinéraire pour se casser. Il va falloir passer par des souterrains. Sauf qu'en fait, il y a des zombies aussi dans le souterrain. Dans ce combat, les 2 soldats que sont Michel et le Juju, ils vont encore se faire grignoter. Michel, c'est la meuf qui se fait le plus grignoter du film quand même. Hein. Oui. Et pourtant, c'est étonnant qu'ils en fassent pas toute une histoire dès le début. Ouais. Et pourtant, c'est celle qui va mettre le plus de temps à se transformer en zombie. Ouais. D'ailleurs, le Juju, lui, il va se retrouver isolé parce qu'il y a un accident de tuyau. Je vous la fais courte, mais hop, ils sont séparés et on pense qu'il va mourir parce qu'il lui reste une balle dans son pistolet. On repasse pour la 13e fois dans le labo du début. Et là, Mila se rappelle d'un truc. Flashback. Un truc important. Le virus est bleu, l'antivirus est vert. Le virus est bleu, l'antivirus est vert. Elle le répète, on sait jamais. C'est pas un montage. Hein. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a un antivirus. Le processus peut être inversé. Il y a un antivirus. On va s'en sortir. C'est drôle, je commençais à m'inquiéter. Donc voilà. Le virus est bleu, l'antivirus est vert. L'antivirus est vert. Si un jour vous vous trouvez dans la même situation, ça peut vous être utile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller récupérer cet antidote. Oui, mais non. Parce que là, le faux mari, il se remémore aussi son passé. Et il a espionné Mila, qui est en train de négocier la vente du virus T. En fait, en contrepartie de ça, elle souhaitait que Umbrella Corporation tombe. Soit détruit. Et son faux mari, il l'a devancé. Et c'est pour ça que c'est lui qu'on a ce fameux mot au début dans le manoir « Aujourd'hui, tes rêves vont devenir réalité ». Parce que c'est lui qui est rentré dans la ruche, qui a volé, comme on a vu au tout début du film, le virus T et l'antidote, qui achetait le virus T et qui espérait faire mourir la ruche. Et lui, il voulait se faire du fric. Et du coup, c'est là où on apprend que le faux flic et sa sœur sont des activistes qui combattent Umbrella Corporation et qui s'étaient infiltrés pour faire pour récupérer des preuves en fait des agissements de Umbrella Corporation pour les faire tomber aussi. Exactement, c'est un peu Extinction Rebellion quoi. Donc c'est lui qui a foutu la merde, patati patata. Alors pas de chance pour lui, il va se faire mordre. Donc ce qu'il décide, c'est d'enfermer tout le monde dans le labo et puis de se casser pour repartir tout seul. Il arrive au petit train et là, en fait, il retrouve son sac qu'il avait volé avec l'antidote. Sauf qu'au moment où il allait s'injecter l'antidote, il va croiser la route du Hunter qui en plus va muter, comme tu as dit tout à l'heure, en le bouffant. Donc lui, il meurt. Tout à fait. Et la Reine Rouge diffuse ces images-là aux autres sur un écran. Et la Reine Rouge, elle va dire « Bon, le deal est simple, je veux bien vous aider à partir. Par contre, Michel, là, qui est totalement contaminé, vous me la laissez. Elle est trop infectée, c'est niette. » Il y a une petite scène de pression et à la fin, Mila décide de garder Michel. Et j'ai pas compris pourquoi, mais en mettant un coup de hache dans l'écran, ça fait sauter le serveur. Alors je pense pas que ça fasse sauter le serveur, juste elle détruit l'écran pour que la Reine Rouge arrête de leur dire « Donnez-moi Michel, donnez-moi Michel, donnez-moi Michel, donnez-moi Michel ». Vous allez tous mourir. Ouais, mais en fait, ça éteint les lumières et ça éteint la salle serveur. Il y a un plan là-dessus. Alors quand ils ont réinstallé le bypass, je sais pas si t'as vu, mais t'avais un des zigotos qui avait la télécommande on-off pour recouper. Donc je pense qu'à ce moment-là, il a dû recouper. Ah, c'est possible. Mais effectivement, c'est pas très clair. C'est possible. Alors, sachant qu'en plus, il y a le Hunter qui arrive à la vitre et qui est en train de mettre des coups dans la porte pour rentrer. Et le fameux mec qu'on avait oublié, le Junior, il débarque d'une autre porte et il dit « venez par là !»
Et tu dis, putain, c'est quand même pratique. Ils s'échappent. Ils arrivent au train. Et il y a une musique qui est très années 2000. Je me suis permis d'en prendre un petit extrait parce que elle vaut un petit peu son pesant d'or. Je t'en prie, régale-nous. Ça, c'est ultra années 2000. Hein. Oui, on est entièrement d'accord. Mila récupère la manette avec l'antivirus. Elle tue son faux mari qui est devenu zombie. Et elle enlève son manteau. Ah, c'est là qu'elle enlève son manteau quand elle rend l'alliance aussi. Ouais, on n'est plus copains. Je veux plus rien de toi. Je te rends tes affaires. Et là, encore un morceau années 2000. Ça y est, on est presque sortis. Puissance maxi. On s'en va. Puissance maxi. On dirait du Fatboy Slim derrière. Ouais, un peu de ça, ouais. Je sais pas si chez toi tu le faisais, mais là, je bougeais la tête quand même. Ah ouais, mais la techno était présente à cette époque. Oui, l'électro, techno. C'était avant que la house music arrive. Le train démarre. Alors, Michel et le Juju ont le droit à une petite dose d'antivirus. Et vu que la fête n'est pas finie, il y a le Hunter qui débarque et qui va griffer l'inconnu flic activiste et commencer à défoncer le train aussi. Il enlève des portes et tout. Donc là, on est dans la scène finale, dans la bataille finale. Donc, d'un côté, le Hunter va arriver, il va bouffer le Juju qui est en train de conduire le train. Voilà, ça, on s'en débarrasse. Et puis après, il va se battre contre Mila. Pendant que l'inconnu, lui, il va se battre contre Michel, qui est devenu zombie. Donc l'antidote n'a pas eu le temps de fonctionner. Pas du tout. Mais la Reine Rouge avait prévenu que l'antidote n'était pas ultra efficace. Ouais, surtout après le nombre de morsures et le temps passé, je comprends. Alors, le flic, il va tirer dans la tête de Michel, qui va rebondir sur le bouton qui ouvre le plancher du train. Ça, c'est stylé, quoi. Probabilité que ça arrive, 0,1%, mais c'est stylé. Et pourquoi on ouvre le plancher du train ? Parce qu'en fait, le Hunter, quand Mila combat le Hunter dans ce petit train, elle lui coince la langue avec un tuyau. Et du coup, en ouvrant le plancher, le Hunter se retrouve sur les rails. Sur les rails en train de cramer. Parce que, il prend feu instantanément. Et c'est un bon combustible. Ah oui, c'est impressionnant. Très inflammable, le Hunter. Je sais pas si c'était une ref au jeu, dans le sens où c'était très dur de tuer ces monstres au pistolet normal. Et du coup, t'avais un... Alors, je sais pas si c'est un lance-grenade. Je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Mais t'avais... Je sais que ce qui était très efficace contre eux, c'était une sorte de lance-grenade dans lequel tu mettais des cartouches jaunes qui étaient à moitié acide, à moitié napalm. Ouais, ok, des bombes incendiaires. Ouais, exactement. Donc c'est possible que ce soit une ref à ça. Oui, sauf que là, il prend feu sans aucune aide, juste en frottant les rails. Oui, il y a des étincelles. Oui, bien sûr. C'est plutôt punchy comme scène finale. Donc il reste plus que les deux, Mila et le flic activiste. Ils arrivent au manoir et remontent. Et là, lui, le flic, il commence à avoir sa blessure, sa griffure là, du Hunter qui le démange. Et ils se font accueillir. Ils se font accueillir par des scientifiques en combinaison. Sur un fond blanc immaculé. Hein. Oui. Tu vois tout de suite que dès qu'il s'agit de médecine et de virus ultra dangereux, alors là, tout devient blanc, c'est sain. Tout est propre, tout a été désinfecté. Donc ce qui se passe, c'est que les scientifiques emmènent le gars et ils l'emmènent dans le projet Nemesis. Donc, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, Nemesis, c'est le boss du 3e jeu de Resident Evil 3. Et puis Mila, on le voit pas, mais je pense qu'elle se prend un petit sédatif puisque encore une fois, va se réveiller à poil dans un endroit qu'elle ne connaît pas. En plus, là, ils lui ont mis une feuille de papier comme couverture. Oui, mais ça me rappelait le
Le 5e élément. Ah ouais, oui, c'est vrai. En même temps, c'est la même actrice, donc ça aide. Oui. Mais c'est vrai que quand même, elle commence le film à moitié nue, elle finit le film à moitié nue. Il y a un bout de téton qui dépasse à un moment. Ah. Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais elle se réveille à l'hôpital. Elle sort très vite de l'hôpital. Et puis, il n'y a personne dans cet hôpital. Et donc, elle commence à marcher en ville. Et il y a l'air d'y avoir eu un petit bordel en ville, puisque, un, il n'y a personne. Deux, il y a un titre de presse qui explique que les morts marchent. Oui. Et puis, travelling arrière, fin du film. Tadam! On a été efficace. Ouais. Ça allait, franchement, c'est passé vite. Hein. Et c'est ce que je te disais dans mes impressions. Ça se mange très très bien. Ça passe tout seul. Tu ressens pas les 1h30, 1h48 de film. Non. Ça passe très très Alors, bien. on vous dit pas non plus que c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est pas ce qu'on a dit. Mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup critiqué non plus. Non. En fait, en le regardant là, les seules critiques que je pourrais faire, au-delà des incohérences scénaristiques qu'on a relevées, c'est que tu as quand même plusieurs fois des décors qui sont un petit peu pauvres. Tu vois, genre la gare du train, la scène des caisses. En fait, comment dire, la ruche, c'est assez vide, assez sans âme le décor. On est loin de Postal, quoi. Ouais. Tout est loin de Postal si tu veux les choses comme ça. Vrai. Est-ce qu'on passerait pas au jeu ? Est-ce que tu as joué au jeu ? Oui. Alors oui, j'ai joué parce que moi j'ai connu la naissance de la PlayStation premier du nom et donc de Resident Evil premier du nom. C'est un jeu qui m'a énormément marqué parce que effectivement c'était le premier jeu qui faisait peur pour de vrai. La scène du chien mythique dans le couloir aura fait peur à tout le monde, je pense. C'était sûrement le premier jeu dans lequel je voyais du sang aussi, truc gore, des ouvertures de portes qui étaient là pour installer une ambiance de peur et le chargement des prochaines scènes. Oui. Mais qui était aussi une façon de t'échapper. Oui, tout pour à les fait. premiers titre du jeu. Ce qui m'avait énormément marqué à l'époque, c'était surtout la gestion de l'inventaire. Parce que, alors, pour ceux qui n'auraient pas joué, vous avez des slots d'inventaire. C'est une énorme grille, en fait, divisée en petits carrés. Et suivant ce que vous ramassez, telle arme ou tel objet va prendre un nombre de carrés dans la grille. Donc, vous pouvez avoir un inventaire qui est plein de médecine, ce genre de choses. Dès lors que vous prenez une arme, ça prend énormément de place et du coup, la gestion de l'inventaire n'était pas évidente. Et c'est là aussi où j'ai découvert le craft, puisque tu pouvais mélanger les herbes pour faire des produits médicinaux. Donc moi, c'est un jeu qui m'a laissé un excellent souvenir, tout du moins pour le premier opus. Et après, mon histoire avec le reste de la série a été plutôt dispatchée, parce que j'ai pas fait le 2, j'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4, j'ai fait le 5, et j'ai pas fait les autres après. Ok. Mais je trouvais ça assez rigide. Le premier m'avait laissé un sentiment très rigide au niveau de la maniabilité, et c'est pour ça que quand le 4 est sorti, effectivement, ça faisait quand même vachement plus envie. Bah, le 4, c'est le premier où... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais 1, 2, 3, en fait, vous vous déplacez dans des plans fixes. C'est-à-dire que la caméra regarde à un endroit, elle n'est pas derrière le personnage. Hein. Parce on parle d'un jeu qui est sorti en 96. Ouais, c'est ça. Donc, imaginez une caméra qui regarde un angle, et en fait, vous vous déplacez, mais la caméra ne bouge pas. Et donc, du coup, quand vous sortez du champ de vision de la caméra, bah, en fait, c'est un autre plan qui vous est proposé. Donc, c'est très rigide. Enfin, au-delà de sa rigidité, ça en fait quelque chose de très difficile, puisqu'il y a pas mal de moments dans le jeu où vous entendez une menace, parce que les hunters, les zombies, les chiens font du bruit, mais vous ne les voyez pas, parce qu'ils ne sont pas dans votre plan.
C'est un peu le genre de jeu, si tu veux, qu'il faut connaître par cœur pour pouvoir le finir. Parce que tu changes, t'entendais une menace, tu changes de plan, tu te retrouves nez à nez avec un zombie qui est par terre et qui commence à t'attraper la jambe. T'as pas forcément envie de gâcher les munitions de ton Magnum parce que t'en as pas beaucoup des munitions. C'était vraiment le terme horreur survie prenait tout son sens dans ce jeu. Fallait vraiment être précautionneux au niveau des items. Oui, et tu l'as dit, alors déjà, inventaire limité. En plus, si je dis pas de conneries, je me demande si quand tu commences le jeu, tu as le choix entre Jill Valentine ou Chris Redfield. C'est ça. Jill Valentine. En fait, le jeu est assez bien dans le sens où tu vas pas vivre exactement la même histoire avec les deux et tu n'auras pas exactement les mêmes fins. Et ça, c'était fou aussi pour l'histoire, pour l'époque. Ouais. Ce qui est à noter aussi, c'est que si tu commences avec Jill, tu commences avec un pistolet. Tu commences avec Chris, tu n'as que ton couteau. Et commencer qu'avec le couteau, c'est très compliqué. Et sa bite. Sa bite et son couteau. Ouais, mais sa bite, elle lui sert pas à grand-chose. Et comme tu l'as dit, donc, tu peux pas porter tout ce que tu veux. Les munitions sont très rares. Souvent, on explique en game design que avant que tu affrontes un boss intermédiaire du jeu, tu vas tomber dans une pièce, on va te donner pas mal de munitions. Oui. Là, non. 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 Là, tu te démerdes. Et sachant que pour le coup, le jeu n'est pas si linéaire que ça, c'est que tu as quand même plein de choses que tu ne peux totalement passer outre pour aller finir ton jeu, mais ça va être difficile. Si tu ne prends pas, comment dire, la route de l'exploration, tu peux vite te retrouver dans un cul-de-sac. Parce que tu vas te retrouver contre une menace que tu ne pourras pas tuer. Et l'autre truc aussi que je voulais dire, et dont tu n'as pas parlé, c'était la gestion de la sauvegarde. Exactement. Tout à fait. Un grand moment. Donc, en gros, pour sauvegarder et pour gérer votre inventaire, vous vous trouvez souvent dans des pièces sur une pièce où il y a une machine à écrire, c'est une pièce où il n'y a pas de zombies. Et il y a souvent un coffre à côté de cette machine à écrire. Donc le coffre vous permet en fait de déposer ce que vous ne pouvez pas porter, mais quand même de le retrouver à un endroit plus tard dans le jeu. Et la machine à écrire vous permet de sauvegarder. Sauf que pour sauvegarder, il faut utiliser un ruban de machine à écrire, qui ne sont pas infinis. Jusqu'au bout. Et ça, c'est... Moi, je me rappelle de cauchemars de savoir est-ce que je sauvegarde maintenant. Parce que nous, maintenant, en 2021, on a l'habitude, tu fais pause, tu sauvegardes, t'avances, tu meurs, tu reviens ici. Là, non. Ah ouais. Non, mais les mecs disent que les Dark Souls, c'est compliqué, mais Dark Souls, tu meurs, ton checkpoint, il est gratos. Hein. Oui, parce que dans Dark Souls, le seul truc que tu peux perdre, c'est tes points d'XP, tu vas pas les rechercher. Ouais, c'est ça. Alors que là, tu perds tout. Tu peux recommencer au début, enfin, tu recommences vraiment ta dernière sauvegarde. Ce qui est très frustrant et qui crée vraiment une ambiance qui est particulière. Malheureusement, je pense que maintenant, c'est plus possible de vivre le jeu comme si tu l'as vécu en 96. Enfin, je dis 96, mais il a dû sortir un petit peu après, je pense, en Europe. 96, ça doit être la date japonaise. 22 mars au Japon, 30 mars aux États-Unis, 1er août en Europe. Ok. Donc ça va. Hein. Ouais, ça va. Moi, c'est mon deuxième jeu de PS. D'accord. Et par chance, acheté dans un magasin d'occasion à Caen. Donc à l'époque, j'avais 11 ans. Et heureusement que sur la pochette du jeu, on ne se rend pas trop compte de la violence que contient le CD. Sinon, mes parents ne l'auraient jamais acheté. Je crois que la loi Peggy n'était pas encore en place à l'époque. C'est possible. Du coup, on avait le droit. Ouais, c'est possible. Je crois que la loi Peggy est arrivée à partir du moment où il y a eu le scandale avec GTA ou quelque chose comme ça.
C'est un jeu ultra violent. La pochette, tu vois quand même, sur la jaquette du jeu, tu vois quand même un soldat qui a l'air d'avoir un petit peu peur, avec la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts. Ouais, mais ça peut passer pour un jeu de guerre. Ok. Alors que... en fait, pas du tout. La guerre, oui. Les zombies, non. Alors, moi, dans mes souvenirs, il y avait 3 fins pour Jill, 3 fins pour Chris, mais je vois que dans le remaster, il y en a 6 et 6. Et en fait, les fins... j'ai jamais fini, donc je saurais pas te dire. Alors moi, je l'ai fini qu'une fois. Et en plus, c'est une fin pourrave. Parce que moi, je me suis retrouvé à affronter Tyran, qui est le boss du jeu, qui est un super zombie, avec plus assez de munitions. Et en fait, Tyran, on l'affronte normalement 2 fois. On l'affronte dans un laboratoire, qui est une sorte de carré. C'est ultra stressant. Rien que de vous en parler, je me remémore à quel point j'étais stressé de ce jeu. Et une fois que vous avez fait ça, il y a en gros le pilote de l'hélico qui vous dit je viens de chercher, et tu montes sur la plateforme d'héliport, et selon ta faim, tu peux ou non affronter Tyran. Et moi, je ne l'ai pas affronté. Donc en soi, moi j'ai eu la pire fin, qui était tout le monde meurt sauf Jill. Puisque tu te casses tout seul et basta. Ok. Moi, je me rappelle aussi parce que dans ce jeu, il y a plusieurs cinématiques. Enfin, alors, l'intro du jeu est filmée, mais a été mise en Europe en noir et blanc pour passer la censure. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, on nous a même pas parlé de l'histoire du jeu, mais vous êtes une équipe des Stars, qui est une équipe d'intervention tactique militaire, d'Umbrella Corporation, et vous êtes l'équipe Beta. Et vous vous rendez dans le manoir de Raccoon City, puisque l'équipe Alpha a disparu. C'est ça le début du film, le début du jeu. Ouais. Et l'hélicoptère te dépose, tu te fais courser par des chiens après avoir découvert un flingue avec une main qui a été arrachée. Et tout le monde court dans le manoir, et là le jeu commence. Mais par exemple, l'introduction, la première scène où tu rencontres un zombie, très rapidement dans le jeu, au bout de 5 minutes, c'est la 3e pièce. En gros, tu rentres dans un couloir, t'entends un bruit de mastication, et tu vas au bout d'un couloir, et là il y a un mec qui se retourne, et c'est un zombie, et il est en train de bouffer une autre personne. La scène des chiens, t'en as parlé, très traumatisante. En gros, t'es dans un couloir, t'avances, il n'y a personne, et là t'as des chiens qui pètent les fenêtres et qui te foncent dessus. Ça fait peur. Je pense aussi à la première scène du Hunter. En fait, la première fois que tu rencontres un Hunter, c'est un POV du Hunter. En fait, tu es dans sa tête et il court très très vite. Très très vite, il traverse plusieurs endroits que tu as déjà traversés dans le jeu et il arrive sur toi. Ça, c'est pas mal. Et Tyran. Qu'est-ce que je peux vous dire ? En fait, donc, au cours du jeu, tu vas apprendre que ton chef, en fait, t'a trahi, Wesker, et dans la sauce, il y avait, je crois que le mec qui s'appelle Barrett. En fait, lui, il va avoir des remords. Barry, pas Barrett. Barrett, c'est dans Final Fantasy VII. Et en fait, Barry, il va quand même t'aider, même si c'est un traître, mais il a des remords. Et puis Wesker qui restera le méchant de la saga pendant très longtemps. Ouais. Jusqu'au 5. Donc voilà. Et après, en gros, les différentes fins, c'est en fonction de si tu sauves Barry ou pas, si tu tues Tyran ou pas, ce genre de choses. Et c'était long, hein. Je pense que la première fois que tu fais le jeu, pour finir, t'as bien une bonne 20aine d'heures quand même. Hein. Ouais, comme tu découvres le jeu et que tu as un système de sauvegarde vraiment ultra limité, c'est comme je te disais au début, c'est le genre de jeu, il faut le connaître par cœur pour pouvoir le faire correctement, quoi.
Ouais, t'as ça. Alors, t'as le côté frustrant dans le jeu, pardon. Si je dis pas de conneries, si tu tues un zombie, que tu quittes une pièce, que tu rentres dedans, il peut revenir. Oui. Donc, chier. ça fait très chier. Voilà. Alors moi, je l'ai fini avec Jill. J'avoue, j'ai même pas fait le jeu avec Chris. J'avais essayé comme ça pour le délire, mais très vite, tu te rends compte que non. C'est compliqué. Il y a des personnages que tu rencontres avec Chris que tu ne rencontres pas avec Jill. L'infirmière de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle, qui est de l'équipe Alpha. Et puis voilà. C'est un très bon jeu, très dur, mais je pense que maintenant il est un peu anachronique par rapport à ce qu'on se connaît, par rapport à ce qu'on connaît. Oui, parce qu'on a été trop sensibilisé maintenant à tout un tas de jumpscares. Le truc qu'il y a, c'est qu'il est remis dans son époque, son contexte. Le jeu vidéo tel qu'il était à ce moment-là, c'est un monument de monuments qui a apporté tout un tas de bases et de règles qui seront réutilisées par la suite. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu aseptisé à ce niveau-là, mais ouais. Et puis je sais pas si on se rend compte maintenant. Alors déjà, c'est une série qui a vendu plus de 100 millions de jeux, hein. Mais ça a été un phénomène, Resident Evil. Ouais. Si je dis pas de conneries, en plus, je crois que c'est sorti la même année que Scream. Et vraiment, le film. Et ces deux trucs-là, quand t'étais ado, c'était vraiment des trucs qu'il fallait avoir fait, quoi. C'était le summum de l'horreur. Alors que vous regardez Scream à nouveau aujourd'hui, bon, ça va, quoi, ça passe. Oui. Oui, mais parce que c'est des choses qu'on définit des bases pour 20 ans. Et t'as raison, 96, Scream, tout à fait. Bon, bah voilà. Très très bon souvenir, Resident Evil. Les suivants, on pourra en parler avec... En tout cas, le 2 et le 3, on pourra en parler si jamais on fait le suivant, qui est Apocalypse, je crois. Ouais. On a le droit à des remakes, d'ailleurs. Parce que le Apocalypse reprend le 2 et le 3, qui se passe dans Raccoon City, pour le coup. Okay. Donc, qui suivent vraiment le jeu. Après, les autres films, eux, par contre, ont pris des libertés totales avec la série, qui elle-même est partie dans une autre direction aussi, quoi. Enfin, comme tu dis, le 4 a posé des nouvelles bases, puisqu'on est passé en FPS, en TPS. TPS, ouais. Est-ce qu'on placerait pas ce film sous X ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Est-ce que tu as une idée ? Bah plutôt dans le classement, parce que c'est quand même pas mal fait, ça respecte bien. Après, là, ça va être... je pense que c'est la notion de plaisir qui va rentrer en compte. Et je t'avouerai que Silent Hill, c'est pas trop ma sauce. Donc t'as envie de le mettre deuxième ? J'ai envie de le mettre deuxième, tout à fait. Alors... pour moi, il est au-dessus de Mortal Kombat, pour sûr. Après, Ace Attorney, c'était vraiment une bonne surprise. C'était fun, ouais. Je me demande, est-ce que je préfère regarder à nouveau Resident Evil ou Ace Attorney ? Je sais pas trop. Ah, t'en es à 10 fois quand même. Hein. Oui. Après, pour le coup, je trouve que Silent Hill, c'est un vrai film. C'est un vrai film. Je pense que je le mettrais en dessous de Silent Hill, moi. Ouais, je trouve que le côté série B est plus prononcé dans Silent Hill que dans Resident Evil. Mais vu qu'on n'est que deux, bah, je veux bien te l'accorder à la deuxième place. Yes. Tadam. Putain, faut que je change tout là, c'est pas cool. Faut que je refasse tous les numéros, je le ferai plus tard. Du coup, on n'a même pas rappelé le classement, mais bon, on va tout de suite le dire, mais Resident Evil devient deuxième. Tout à fait, je vais te faire les 10 premiers. Donc on a Pokémon Pikachu, indétrônable pour le moment. En deuxième, nous avons nouvellement arrivé Resident Evil.
En 3, Silent Hill. En 4, Ace Attorney. En 5, Mortal Kombat. En 6, Street Fighter 2, le film d'animation. En 7, Final Fantasy VII, Advent Children. En 8, Sonic. En 9, Tomb Raider. Et en 10, Dead or Alive. Le reste du classement est à retrouver. Où ça ? Sur Sens Critique, il y a une liste avec les 25 films qu'on a. On a fait 25 films. C'était le 25e. Tu te rends compte ? On s'en sort bien. Et 25e Postal, hein, pour le moment, indétrônable. Ah oui, totalement. Est-ce que tu as des propositions pour le prochain épisode ? Bah oui, écoute, Street Fighter 2 avec Jean-Claude Van Damme, ça me tenterait bien. Street Fighter 2 avec Jean-Claude Van Damme. Street Fighter, je crois que c'est 95. 94. 23 décembre 94. Putain, j'étais pas loin. Et de mon côté, je t'avoue que je commence à sécher. À peiner. Ouais. Parce que les films qui restent me font pas forcément envie. Pour être honnête. Donc, s'il y en a un qui est très spécial, ouais, je vais proposer celui-là. C'est Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ah oui, c'est spécial, hein. Effectivement. Il y a mieux hein, dans les films Final Fantasy, le Kingslave, celui qu'ils avaient sorti pour le 15, qui est très très bien. Qui est vraiment très très bien. Ouais, mais il est particulier, les créatures de l'esprit. Ouais. Mais on voit pas trop le côté Final Fantasy. Si, il y a un mec qui s'appelle Sid et il y a Gaïa. Est-ce que tu as une autre proposition ? Bah oui, écoute, je propose toujours avec mon petit cœur le film fanservice qu'ils avaient fait sur MGS, qui est en 2 parties. Il n'y a que la première partie qui est dispo, mais je pense que pour faire un petit ovni sorti de nulle part, ça pourrait être sympa en attendant qu'ils sortent un vrai film MGS. Est-ce que c'est MGS Digital Graphic Novel ? Non, c'est pas ça. Metal Gear Solid, il est dispo sur YouTube en version originale sous-titrée anglais, je crois. Metal Gear Solid, le film. Hop. Et ils ont fait un fan film, le Phantom Pain. Eh bah, allons-y pour ça. Écoute. Est-ce qu'il est dispo ? The Movie. Regardez sur YouTube. Hop, MGS. Oui. The Phantom Pain, The Movie. C'est pas celui auquel je pensais, mais écoute, partons là-dessus. Ok. Phantom Pain, The Movie, MGS. Faudra que je le trouve. Et qu'est-ce que je vais vous proposer d'autre ? Bon film. Un bon film. Alors, parcours cette fameuse liste. Est-ce qu'il est sorti ? Ah ouais, il y a un truc chelou là. Regarde, il y avait genre le Animal Crossing. Je me demande ce que ça peut bien être. Poum poum poum. Non. Non, ça c'est pas encore sorti. Et bah... Est-ce que... Non, on prend pas ça. Et bah ce que je vais faire, c'est que je vais proposer Resident Evil Apocalypse. Ok. Qui est mon préféré. Ok. Pas le deuxième ? Si, c'est le deuxième. Ok. Le troisième, c'est Extinction. Bah voilà. On a les prochains films. Est-ce que tu as ton petit magnéto ? Oui. Salut les amis. Vous savez que G7 est un podcast du label Podcut. Retrouvez toute la grille de Podcut avec ses différents podcasts sur podcut.studio. Et puis aussi, afin de pouvoir libérer les dimanches matins de nos collègues et racheter un PC à Fessal pour qu'ils puissent participer, je vous invite à aller sur la page patreon.com/podcut afin de donner. Donner 1 euro, 2 euros, enfin, même pas grand-chose, ça suffirait à faire revenir les copains. Voilà. Bien que ce soit très agréable de faire ça en duo avec toi, mon cher. Oui, on avait fait ça une fois pour le hors-série Halloween, il y a 1 an. Ouais, tout à fait. C'était quoi ce jeu ? Dead Inside ? Alors, ouais, on avait regardé le film en direct. On avait commenté en direct. Ouais, c'était drôle. Oui, c'était très rigolo, effectivement.
Attends, je regarde. Je crois que c'était Dead Inside. Live action. Il est même pas, non. Si, Dead Rising, c'est ça. Dead Rising, voilà. Tout à fait. Encore des zombies. Encore des zombies. Bon. Mais c'était vachement plus fun. C'était différent. Oui. Il est temps de se dire au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche à tous et à toutes. Et puis on se retrouve dans un mois. Ciao. Allez. Ciao, ciao.